Mes chers collègues, nous entendons ce matin en audition commune M. Édouard Fritsch, président de la Polynésie française, et Gaston Tong-Song, président de l'Assemblée de la Polynésie française, dans le cadre de notre étude sur l'évolution institutionnelle des Outre-mer. Nous vous remercions très vivement, messieurs les présidents, de vous être rendus disponibles pour répondre à nos questions, malgré un emploi du temps que nous savons chargé, et l'heure tardive pour vous et matinale pour nous. Je salue également Lana qui participe depuis son territoire à cette audition, et Teva qui est de ce côté-ci du monde. Vous êtes entouré de Madame Marie-Laure Denis, directrice de cabinet du président de la Polynésie française, et de Monsieur Étienne Owan, conseiller juridique auprès du président de la Polynésie française, et Philippe Macheneau, secrétaire général du gouvernement. Je vous indique que nous sommes déjà à mi-chemin de nos consultations. Il s'agit précisément de notre 6e audition, après Saint-Barthélemy, La Réunion, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Lorsqu'il est question de l'autonomie, est souvent évoqué le modèle polynésien. Sur la base du questionnaire qui vous a été adressé, vous nous direz, messieurs, quel bilan vous dressez de la pratique de vos institutions depuis la loi organique de 2004 et les perspectives que font naître une éventuelle révision constitutionnelle en 2023. Je vais vous céder la parole, Monsieur le Président Édouard Fritsch, pour un exposé liminaire, puis ce sera le tour du Président Gaston Tong-Song, pour nous éclairer sur la manière dont votre collectivité fait vivre vos statuts et sur les aménagements que vous souhaiteriez éventuellement. Avec Micheline Jacques, ma co-rapporteur, nous interrogerons ensuite, ainsi que nos collègues qui participent en présentiel. Je vous précise simplement, avant de commencer, messieurs et chère Lana, que nous disposons d'environ 1h15, 1h20, puisque derrière, nous organisons une table ronde à la délégation sur la gestion des déchets en Outre-mer, sur le volet fiscalité, que bien évidemment, nous sommes preneurs de vos contributions écrites ultérieurement à cette audition qui viendrait enrichir les échanges que nous aurions ce matin. Voilà, donc je préférais vous le dire pour qu'on soit tous à l'aise avec le calendrier. Et M. Fritsch, vous avez la parole. Merci bien pour cette rencontre. Effectivement, nous ne sommes pas si tard que ça, nous sommes 20h le mercredi soir. Par contre, je sais que c'est très tôt pour la métropole. En tous les cas, merci pour cet entretien. Je vous adresse à toutes et à tous nos salutations. Effectivement, je suis accompagné par le président de l'Assemblée de Polynésie française et notre sénatrice de Polynésie, Madame Lana Tetuanui. Sur le bilan, si vous voulez, de l'application du statut d'autonomie ici en Polynésie française, je ne vous étonnerai pas si je vous dis effectivement que le statut de la Polynésie française donne globalement satisfaction à l'exécutif et voire même au législatif ici en Polynésie, à l'Assemblée de Polynésie française. Bon, néanmoins, il y a effectivement quelques réserves. Effectivement, le régime de libre gouvernement ainsi que la répartition des compétences qui sont prévues par le statut de 2004 aujourd'hui permet aux autorités locales de gérer les affaires du pays avec des règles conçues et adoptées localement. Je pense que c'est effectivement le principe de base le plus important et c'est ce qui a été réclamé par le monde politique ici en Polynésie française et ce, pratiquement dès les années 60. Globalement, donc, cette répartition des compétences issues de la loi organique de 2004 est satisfaisante sous quelques réserves. Je rappelle par exemple que le transfert des compétences entre l'État et le pays était insuffisamment accompagné et non évalué à la juste mesure. La Polynésie française, effectivement, participe à exercer ses compétences, mais je dois vous dire que pour quelques-unes d'entre elles, nous avons quelques difficultés. Ce que je peux dire d'autre part, c'est qu'en matière d'organisation des institutions, du fonctionnement des institutions, ici, le domaine de la loi organique, nous l'avons déjà dit lors de la modification statutaire de 2019,
que la loi organique devrait être limitée aux éléments essentiels. Vous savez qu'aujourd'hui, le statut de la Polynésie française rentre dans l'organisation et avec précision de l'exécutif, par exemple, du pays, avec le nombre de ministres fixé par la loi et un budget de fonctionnement du gouvernement qui est lui-même limité par la loi. Autre difficulté, peut-être autre réserve, parce que bon, ce ne serait pas juste de dire que c'est réellement des difficultés, mais des réserves sur l'application du statut. Je pense souvent aux difficultés que nous avons pour l'application des articles concernant les communes de Polynésie française. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, les communes jouent un rôle très important chez nous et nous essayons effectivement de les accompagner dans leur développement et les communes, malheureusement, n'ayant pas la compétence générale, sont limitées en matière de compétences. Alors que certains des maires de Polynésie française souhaiteraient pouvoir exercer certaines délégations, certaines compétences du pays. Je pense par exemple à la compétence du social, de la jeunesse et des sports, la vie associative, des choses qui sont des sujets qui sont très préoccupants pour ces maires dans le cadre de la gestion de leur commune. Et aujourd'hui, donc, nous essayons de tirer, de trouver des solutions dans le cadre de l'application des articles du statut qui prévoient effectivement le 43.2, le 48 et le 55, qui prévoient que le pays puisse effectivement partager certaines compétences avec les communes. Mais le pays est en cours de mise en œuvre de ces articles, mais il faut reconnaître que l'exercice est complexe compte tenu de ces articles qui sont spécifiques à la Polynésie française et donc une nécessité de faire du sur-mesure pour pouvoir laisser aux communes cette possibilité d'exercer, de partager certaines compétences avec nous. Donc, voilà, aujourd'hui, nous déplorons, c'est une remarque que je voudrais vous faire aussi, nous déplorons la répartition des compétences soit souvent aujourd'hui prise comme justificatif pour ne pas associer la Polynésie française à certaines politiques nationales. Je pense par exemple à la gestion des fonds très haut débit, à la CSPE, pour certaines politiques de la santé. On est systématiquement écarté des politiques nationales du fait que nous soyons, voyez-vous, nous soyons compétents dans ces matières. Mais bon, aujourd'hui, le statut de la Polynésie française, c'est un statut que nous avons pratiqué depuis maintenant 1984. Il a besoin effectivement, vraisemblablement, d'évaluer pour certaines compétences. Nous venons tous de sortir de la crise de Covid. Nous avons dû partager avec l'État certaines compétences. Je veux parler de la santé pour la compétence polynésienne et pour l'État, la liberté de circulation, la liberté de circuler. Et là, il faut dire qu'on a l'impression effectivement que pendant cette crise du Covid, c'est l'impression de la population polynésienne que je traduis ici. On a l'impression que l'État a effectivement exercé son droit sur la liberté de circuler, mais néanmoins, nous sommes retrouvés, nous, pays, avec notre compétence sur la santé, complètement absent de ces décisions. Et là aussi, bon, je pense qu'il faudra que l'on réfléchisse à aménager cette compétence de l'État. Bon, je crois que c'est un vrai problème technique, bien sûr,
mais je crois qu'il faut que l'on trouve un milieu, un juste milieu, de façon à ce que dans ces moments de crise, là c'était une crise sanitaire, mais il se peut qu'il y ait d'autres crises, que le pays puisse, lui, prendre la main sur l'organisation locale en matière de crise prochaine. Je voudrais vous dire aussi que bon, certaines difficultés sont rencontrées ici en Polynésie française en matière de protection à l'accès aux fonciers, en matière de protection de l'emploi. Vous savez que depuis un certain temps, la Polynésie française, à l'instar de ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie, parle beaucoup de citoyenneté. Bon, la Calédonie, c'était plus une citoyenneté pour des raisons électorales, mais ici, en Polynésie française, nous en avons beaucoup discuté lors des dernières élections législatives où ce sujet, effectivement, est revenu. Il nous faudra là, je ne suis pas bloqué sur la citoyenneté, mais il nous faudra trouver des aménagements des articles du statut qui prévoient des compétences du pays dans cette matière. Nous avons été retoqués en Conseil d'État il y a quelque temps de cela, mais aujourd'hui, nous commençons à avancer un petit peu, mais je pense que les résultats sont attendus et rapidement si possible. Je pense aussi aux compétences du pays en matière de relations à l'international. Vous savez que le pays, la Polynésie française aujourd'hui fait partie de certaines associations internationales. Nous sommes au Forum des îles du Pacifique. C'est compliqué, c'est compliqué. Nous avons par exemple, avec la Nouvelle-Zélande décidé de construire un câble transpacifique de propriété vers les îles Samoa. Je n'ai pas pu conclure rapidement l'accord avec la Nouvelle-Zélande, même si ce ne fut qu'un accord commercial, parce qu'effectivement, il a fallu que je demande au Quai d'Orsay de pouvoir réaliser une telle opération. Je pense que nous ne demandons pas l'extension des compétences en matière de relations internationales sur le plan diplomatique et dans le cadre d'accords qui ont été menés déjà et conclus avec l'État français, mais je pense que dans le cadre du rayonnement de la Polynésie française au nom de l'État même, au nom de la France, dans cette zone du Pacifique, on devrait lui donner une liberté d'action pour conclure certains accords avec nos amis du Pacifique. Voilà, si vous voulez, grosso modo, je pense qu'on en a déjà parlé lors de la dernière rencontre, certaines améliorations que je vois sur l'évolution statutaire de la Polynésie française. Sur le reste, je vous dis toute notre satisfaction aujourd'hui de l'exercice de l'autonomie ici en Polynésie française, des compétences de la Polynésie française que nous assumons et des moyens, bien sûr, financiers dont nous avons l'autonomie et qui nous permettent d'exercer ces compétences. Néanmoins, reste, bon, comme je vous l'ai dit, que ce soit dans le cadre de la solidarité nationale ou que ce soit dans le cadre de politique nationale, la possibilité pour la Polynésie de ne pas être exclue systématiquement parce qu'elle a la compétence dans ces matières. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Monsieur Gaston Tongson, peut-être voudrait intervenir. Si vous le souhaitez, Président. Oui, mais très rapidement, je pense que nous parlons d'une seule voix ce soir, le gouvernement et l'Assemblée de Polynésie française. Je vais peut-être rajouter quelque chose sur l'accessibilité et l'intelligibilité de nos textes, parce que ça a fait l'objet d'ailleurs d'une discussion à Paris lors de la modification de la loi organique au mois de juillet 2019. Il y a eu une mission qui a été commandée, mais on attend toujours les résultats les rapports de cette mission, parce que c'est très compliqué d'avoir accès aux bons textes applicables à la Polynésie française. Donc je pense que c'est un élément important.
je reviens un petit peu sur les collectivités que sont les communes qui ont totalement leur place dans l'organisation de nos institutions ici en Polynésie française. Et on parlait de transfert des compétences dans le domaine social, économique même du pays vers les communes. Moi, j'ai tendance plutôt à parler des compétences qui sont déjà transférées aux communes, que sont l'eau, l'assainissement et les déchets. C'est des compétences qui sont très lourdes, techniquement et financièrement. Et à l'époque de ces transferts, il a été mis en place une commission d'évaluation par la Chambre territoriale, présidée par la Chambre territoriale des comptes, justement pour montrer à l'État et aux communes l'immensité que représentent ces transferts de ces compétences à ces collectivités qui étaient complètement dépourvues des moyens. Et pire que ça, la loi a fixé une date limite pour que les communes puissent offrir de l'eau potable à la population, traiter tous les eaux usées et mettre en place des dispositifs de traitement des déchets. On a repoussé 2 fois la date parce qu'on était dans l'incapacité de respecter ces dates. Je pense que pour l'eau, c'est 2024 et l'assainissement, c'est plus tard. Et même ces dates-là, je suis convaincu que toutes les communes de Polynésie ne pourront pas respecter ces dates pour la simple raison on n'a aucun dispositif très clair permettant d'accompagner les communes juridiquement et financièrement à exercer ces compétences. Voilà, moi je pense que foncer sur des nouvelles compétences, au mieux déjà régler les anciennes, les compétences de base, j'allais dire, pour les communes de Polynésie française. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais rajouter au propos du président. Et bien sûr, depuis 2007, ce statut fonctionne bien, surtout depuis que la nouvelle loi électorale a été mise en place. Ça nous a évité cette période pénible d'instabilité politique qui a démarré de 2004 jusqu'à 2012. C'est presque 2 mandats d'instabilité politique et on n'est pas prêt de revivre cette période-là. Donc, au moins, la modification de la loi de scrutin électoral a permis à la Polynésie française d'avoir cette stabilité et s'inscrit dans la durée, du moins, la durée d'un mandat de 5 ans. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire pour le bilan. Effectivement, du statut d'autonomie, je pense à un statut qui fonctionne. Et je dirais tout simplement que peut-être certaines dispositions de la loi organique a été conçue à l'époque de cette instabilité, je me souviens. On a limité les moyens de fonctionnement d'un gouvernement par des mesures que je considère non pas du tout adaptées à l'autonomie de la Polynésie française. Cette compétence devait revenir à l'Assemblée et non pas à la loi organique. Moi, je pense qu'il y a peut-être cette rectification de la loi organique pour que la Polynésie retrouve bien son autonomie, pour donner sens à cette autonomie. Voilà, il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place, je me souviens, dans les années 2012, il me semble, oui. Où on a retiré ces moyens d'autonomie à la Polynésie française. Voilà ce que je voulais dire dans le domaine du bilan de l'autonomie du statut de la Polynésie française. Merci, messieurs les présidents. Juste rebondir peut-être sur l'aspect des communes et le constat que vous venez de faire. Est-ce que ça a suscité de la part des communes un transfert en sens inverse d'une compétence qu'ils n'auraient pas pu ou su exercer, par exemple? Parce que c'est une question qu'on peut d'ailleurs poser également entre le pays et l'État. Est-ce qu'il y a des compétences que vous souhaiteriez voir revenir à l'État, par exemple, ou est-ce que sur le sujet des strates communales, est-ce que vous avez constaté le même phénomène? C'est-à-dire qu'une commune qui n'a pas les moyens ou pas l'accompagnement, est-ce qu'il y a eu des sollicitations pour ce mouvement inverse? Les sollicitations pour le mouvement inverse arrivent de partout. Tous les maires de Polynésie française aujourd'hui ont de vraies difficultés
pour ne serait-ce que livrer de l'eau potable dans les communes. Sachez que, par exemple, dans les atolls, l'eau potable bue par les populations est issue des pluies récoltées par les toitures, collectées dans des citernes et les populations boivent cette eau parce qu'il n'y a pas de source d'eau potable chez eux. Donc aujourd'hui, l'ensemble des communes de la Polynésie française ne livrent pas encore et ne satisfait pas aux obligations du CGCT en cette matière. Mais pire, c'est effectivement le problème de l'assainissement des eaux usées. Là aussi, il y a, bon, je vous enverrai les précisions plus tard, mais il y a un problème de compétence entre le pays et les communes sur la reconnaissance des systèmes de traitement d'eau usée individuelle, hein, les SPONC. Et là, bon, nous sommes en train de encore nous battre, enfin les juristes bien sûr, mais nous sommes en train de battre pour arriver à une solution qui soit claire pour tout le monde. Mais le pire dans cette affaire, c'est quand même le traitement des eaux collectives. Les systèmes d'assainissement collectif, ici en Polynésie française, coûtent excessivement cher. Et c'est vrai que lors du transfert de la compétence, je parle en tant que maire aussi, mais le transfert des compétences aux communes n'a pas été accompagné du tout de moyens, qu'ils soient d'ingénierie, des moyens techniques ou des moyens financiers pour pouvoir satisfaire le bon exercice de ces compétences. Et aujourd'hui, les maires sont dépassés. Les maires n'en peuvent plus. Aujourd'hui, certaines communes ont la volonté de le faire, mais dès que vous regardez le résultat des études, vous jetez l'éponge. Donc voilà. Alors, il y a un autre sujet qui va arriver vraisemblablement très bientôt, c'est celui du traitement des ordures ménagères dans nos collectivités. C'est un secteur qui est aussi très budgétivore, mais qui va surtout poser de gros problèmes à l'environnement ici en Polynésie française. Les déchets ménagers en Polynésie française posent un véritable problème aux communes. Les communes ne recouvrent pratiquement et en moyenne que le tiers des redevances sur l'ensemble du budget dédié au traitement, à la collecte et au traitement des ordures ménagères. C'est exorbitant comme prix et nous ne pouvons pas augmenter les taxes parce que les redevances, parce que les contribuables ne paieront pas. Nous avons aussi des communes rurales où les revenus sont bas. Donc voilà, en fait, ce dont on a besoin, c'est effectivement de prévoir quelque part dans le statut, dans la loi, que les communes, si le législateur décidait de leur laisser ces compétences, que les communes soient accompagnées financièrement et techniquement pour qu'ils soient en règle avec le CGCT. En matière d'accompagnement, messieurs, comment est-ce que vous jugez l'accompagnement de l'État sur l'aspect des compétences de votre territoire? Est-ce que les transferts, mais vous avez commencé à le dire tout à l'heure, n'ont pas forcément été toujours bien évalués, tel que si j'ai bien compris, ou est-ce qu'un accompagnement supplémentaire serait nécessaire? Et par exemple, sur l'aspect des communes, est-ce que c'est typiquement le type de réflexion que vous vous êtes fait? Oui, effectivement, bon, moi je pense qu'il n'est pas trop tard de faire une bonne mission d'évaluation. Peut-être demander à la Chambre territoriale des comptes, à qui on avait commandé ce travail, de remettre à jour ce travail d'évaluation et de soumettre le rapport au pays, à l'État et pourquoi pas aux communes. De manière à ce que chaque partie mesure bien le chemin qui reste à faire, parce que pour beaucoup, ils sont à peine à la moitié du chemin à parcourir. Et l'objectif, c'est d'assurer une santé publique à tous nos citoyens pour que chacun puisse accéder à l'eau potable de qualité. Et déjà, sur ce plan-là, et bien sûr,
l'assainissement collectif des eaux usées, le traitement des déchets viendront bien naturellement dans la suite de ces projets. Et là, ça demande quand même des moyens importants. Et peut-être c'est le moment aussi de dire qu'une commune de la Polynésie française, combien même la Polynésie a un statut particulier qui est l'autonomie, une commune, la commune, les communes de Polynésie française sont toutes régies par le Code général des collectivités territoriales. Donc c'est la base commune de toutes les communes de la République en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Et nous disons qu'étant régis par le droit commun des collectivités territoriales, que sont les communes, il est normal que les communes de la Polynésie française doivent être considérées de la sorte et qu'elles puissent accéder à des fonds importants, je trouve, qu'on peut avoir en France ou en Europe même. Moi, je pense qu'il ne faut pas écarter les moyens au niveau des fonds européens. Voilà. Je pense que c'est une façon d'aider les communes justement à faire aboutir, exercer pleinement ses compétences. Je vais compléter, Monsieur le Président. Salut à tous les chers collègues. Pour avoir tenté, essayer de faire passer, c'est-à-dire la participation de l'État au niveau des communes, je parle du FIP, en 2019, quand il y a eu la révision statutaire, je parle des collectivités de l'État. Je ne parle pas des dotations, l'accompagnement de l'État envers la collectivité Polynésie. Je parle bien des collectivités locales qui sont régies par l'État elle-même. Nous avons, et je ne vais pas en démordre, à savoir qu'au moins l'État, au niveau du FIP, le Fonds intercommunal de péréquation, vient au moins s'aligner, ne serait-ce au même niveau que la collectivité. Les communes, quand même, sont des collectivités de l'État. Le pays donne quoi? Un ordre d'échelle, je crois, on est entre du 60 et du 30%, ne serait-ce que pour le FIP. Enfin, c'était la petite précision que je voulais apporter, Monsieur le Président. Si je peux me permettre, Lana, pour ma culture personnelle, est-ce que ça veut dire qu'on aurait pu opposer, par exemple, le statut d'autonomie du territoire pour dire finalement, vous n'avez qu'à vous débrouiller sur le FIP? Voilà, je suis très, très direct, mais est-ce que c'est le type d'argument qu'on t'a opposé, par exemple? Oui, parce que voilà, Président Edouard vient de vous dire, les communes n'ont pas la clause de compétence générale. Ils vont venir, enfin, ils nous ont déjà noyé le poisson en disant, écoutez, ok, votre FIP, la DGF, pendant tant d'années, sur les communes métropolitaines, ont vu leur dotation baisser, alors que le nôtre, ça n'a pas bougé, mais c'était un combat mené par nos prédécesseurs de sénateurs, à savoir que la DGF des communes Polynésie sont indexées sur la DGA, ok, mais c'est un combat mené par des parlementaires, ça. Ce n'est pas un acquis de droit commun. Voilà, c'est le genre d'argument qu'on nous sort. Vous avez voulu votre autonomie, vous n'avez pas la compétence générale, ben voilà, enfin, tu as dit les mots. Mais voilà, je vais rester poli ce soir, Monsieur le Président. Moi aussi, mais ça ne m'a pas empêché d'être direct pour essayer de bien saisir, et je me doutais bien que c'était le type d'argument, enfin c'est le même type d'argument qu'on nous oppose aussi sur certains de nos territoires qui relèvent de l'article 74 dans certains champs de compétences. Hein. Si vous l'avez souhaité, entre guillemets, j'ai presque envie de vous dire, débrouillez-vous maintenant avec l'exercice de la compétence. Si on va sur le côté, si on reste sur le côté État avant d'aller sur le volet plus constitutionnel, qui avait d'ailleurs été abordé déjà avec Michel Magras à l'époque en 2020. Est-ce que la déconcentration des services de l'État permet justement à l'État d'adapter ses politiques sur le territoire? Vous savez qu'il y a une capacité pour le haut-commissaire, par exemple, à déroger sur la base du décret du 8 avril 2020 à un certain nombre de règles, justement pour les adapter à la Polynésie française. Est-ce que ça a été mis en œuvre ou pas du tout? Est-ce qu'il y en a besoin peut-être? Oh, si vous voulez, en résumé, non. Ça n'a pas vraiment été mis en œuvre ici en Polynésie française.
c'est effectivement cette déconcentration aurait permis à l'État d'appliquer d'une façon beaucoup plus appropriée, beaucoup plus d'adaptation aux spécificités du pays dans ces domaines de compétences. On est toujours donc pour l'État, mais mieux adapté au contexte local. Franchement, ici en Polynésie française, j'ai peu d'exemples de cette application de déconcentration ici en Polynésie en tous les cas. Mais ceci dit, bon, ça va même au-delà puisque nous-mêmes, le gouvernement de la Polynésie française, dès le départ, n'avait pas été consulté du tout sur l'extension à la Polynésie française. Donc, c'est des choses... bon. Et je crois même, si je ne m'abuse, que le haut-commissaire lui-même n'a pas été consulté à ce jour sur son application ici en Polynésie française. Donc voilà. C'est une compétence de l'État. Je ne veux pas non plus juger l'action de l'État dans l'application de ces compétences ici en Polynésie française. C'est une observation que je fais. Mais bon, c'est ça. Je voulais répondre assez précisément à une question que vous avez posée précédemment. D'abord, donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'État nous accompagne suffisamment dans l'exercice de nos compétences? Vous savez, bon, la Polynésie a une histoire un petit peu différente des autres collectivités, car comme vous le savez, nous avons l'autonomie interne, l'autonomie de gestion de notre pays, l'autonomie polynésienne depuis les années 84, et ce jusque vers la fin des années du XXe siècle, jusqu'en 2000, nous étions dans l'ère du CEP, du Centre d'expérimentation du Pacifique. Effectivement, pendant toute cette époque, on ne s'est pas réellement rendu compte de certaines difficultés que nous avions à appliquer et à exercer notre autonomie, parce que vous comprenez bien que pendant cette époque-là, les choses étaient beaucoup plus faciles à régler. La Polynésie était effectivement au service de l'État et l'État était, franchement, je dois le dire, l'État était assez généreux vis-à-vis de la Polynésie française, et les choses ont effectivement changé à partir du début du 21e, à partir de l'an 2000, où cette contribution permanente de l'État avec la présence des armées, avec la présence de l'administration militaire ici en Polynésie française et tout l'argent qui va avec, pour être court, c'est arrêté. Et là, la Polynésie française, effectivement, s'est rendu compte que voilà, l'autonomie, ça a un coût. Et il faut le gérer. Alors, fort heureusement, il faut le dire, l'État qui s'est rendu compte aussi que non seulement il y a eu ce mouvement de population des îles vers le centre, à Tahiti, parce que les bureaux du centre d'expérimentation étaient ici, et pour aller sur les sites, il fallait passer par la Polynésie, par l'île de Tahiti. Donc, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un hyper-développement de l'île de Tahiti, comme de l'atoll de Hao, qui était de la base arrière, et que le reste de la Polynésie française, en fin de compte, n'existait presque pas. Donc, l'État, effectivement, et c'est quoi, c'était le président Jacques Chirac, qui a effectivement mis en place des fonds d'accompagnement de la Polynésie française. C'était les fonds de reconversion au départ, et puis c'est devenu, entre guillemets, la dette de l'État en Polynésie française, où elle intervenait, je dois le reconnaître encore aujourd'hui, l'État intervient massivement sur le rééquilibrage des infrastructures ici en Polynésie française. Donc c'est beaucoup plus, effectivement, des interventions en matière d'investissement dans notre pays, et cela, bien sûr, nous aide énormément. Le dire le contraire serait cacher la vérité. Mais d'autres difficultés sont apparues, et vous le savez, sur le plan sanitaire, par exemple, et sur le plan, conséquemment, sur le plan des fonds sociaux.
la sécurité sociale en Polynésie française, c'est la caisse de compensation, la CPS, ici, par effet, effectivement, a lui aussi beaucoup souffert. Le système qui a été mis en place en 1994, ici en Polynésie française, où nous avons une espèce de couverture générale de la population, que vous cotisiez ou pas, vous étiez couvert, vous avez des allocations, vous avez des retraites, vous êtes soigné à l'hôpital ici à Papeete, a fait que le système s'est petit à petit, effectivement, financièrement alourdi. Alors, la Polynésie se débrouille. Nous avons un système fiscal qui est le nôtre. Nous essayons de répondre effectivement aux besoins du pays. Mais il faut dire qu'il y a des moments où nous sommes dans d'énormes difficultés. Un, parce que effectivement nous subissons les crises économiques comme tout le monde. Je pense à la crise de 2008, 2010. Je pense à la crise de la Covid. Bon, là, effectivement, c'est des situations complètement exceptionnelles. Mais il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, sur le plan sanitaire, nous continuons à gérer les conséquences des essais nucléaires. Alors, je ne vais pas plaider pour les anti-nucléaires, mais c'est vrai que le système de santé en Polynésie française est en train de coûter de plus en plus cher à la Polynésie parce qu'on a de nombreux cas de cancer conséquemment aux essais nucléaires et tout cela aujourd'hui vient mettre en difficulté nos fonds sociaux. Alors c'est la raison pour laquelle effectivement nous avons reformulé cette année encore un appel au secours à l'État, la solidarité nationale, pour qu'elle vienne nous aider, parce que effectivement après la crise du Covid, les choses ont pris encore plus de difficultés et sont devenues de plus en plus, les fonds sont devenus de plus en plus exsangues. Et nous avons fait d'ailleurs, à cette occasion, nous avons fait un prêt garanti par l'État pour venir au secours de ces fonds sociaux. Oui, il y a effectivement un système social qui est très généreux chez nous, mais qui coûte aujourd'hui beaucoup d'argent. Néanmoins, en Polynésie française, vous le savez bien, nous n'avons pas de caisse de chômage. Et ici en Polynésie, si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas un rond, il faut se mettre au travail. Nous avons un système d'aide, d'accompagnement de nos chômeurs ici au travers des emplois aidés qui permettent à chacun de pouvoir gagner un petit peu d'argent. Mais bon, la situation est quand même assez fragile. Et comme vous le savez, pendant la crise du Covid, par exemple, parce que nous étions autonomes, nous n'avons pas pu bénéficier d'allocations chômage spécialement servies à ceux qui souffraient de la Covid. Et pour les entreprises, nous avons dû nous-mêmes faire face à ce type de solidarité. Et là, bon, on s'est débrouillé tout seul. C'est aussi ça l'autonomie, bien sûr, hein, j'ai envie de vous dire. Bien sûr qu'on a envie que l'État nous accompagne toujours plus, parce que ça nous éviterait d'alourdir les impôts ici en Polynésie française, bien que le niveau soit quand même encore inférieur à celui de la France. Mais c'est effectivement un exercice qui est très intéressant parce que l'autonomie nous donne le pouvoir de décision, nous donne des compétences dans l'exercice de l'exécutif et du législatif. Mais à côté de cela, effectivement, il faut prendre des responsabilités et puis savoir effectivement souffrir de temps en temps. On va dire ça comme ça. Oui, pour résumer, Président, j'ai presque envie de dire que l'autonomie, c'est la responsabilisation des acteurs de notre territoire. Et je pense que là, vous venez de le démontrer. Et ça me permet de rebondir sur un autre sujet avant de laisser la parole à Micheline, sur la partie plus constitutionnelle. Le Président de la République a engagé avec un certain nombre de collectivités, à l'occasion d'un repas à l'Élysée le 7 septembre dernier, un processus de concertation sur un certain nombre de secteurs qui peuvent balayer l'environnement, l'économie, le social, avant d'aboutir peut-être pour certains de ces territoires à des évolutions institutionnelles ou pas. Est-ce que la Polynésie serait également demandeuse d'un processus de concertation pour rebondir sur ce que vous disiez, hein, sur les constats que vous avez opérés, notamment par exemple en matière de crise sanitaire, qui permettrait peut-être de faire bouger les lignes et d'adapter les choses pour prévenir d'autres crises qui pourraient survenir, autres que sanitaires par exemple?
je suis convaincu du fait qu'on est plus intelligent à plusieurs et qu'entendre les expériences des uns et des autres ne peut être que positif, y compris pour ceux qui en ont plus que les autres. Oui, bien sûr que je suis partant. D'ailleurs, je n'avais pas prévu de venir à ce débat au Sénat qui est prévu lors du congrès des maires prochain. Mais en fin de compte, j'ai décidé de venir, de participer à ce débat qui se tiendra dans vos murs au Sénat, parce que je crois que la solidarité, bon, là, je parle de la solidarité des ultramarins, des océaniques, commande que, effectivement, avant de se lancer dans de telles expériences, que nous puissions nous aussi apporter notre contribution à la réflexion, voire même les mettre en garde, profiter de notre expérience, en fin de compte, pour contribuer à ce que ces pays, enfin à ce que ces territoires, départements d'outre-mer qui aspirent à autre chose puissent trouver le bon chemin. Stéphane, pardon Micheline, sur la question, je vais rebondir sur la déconcentration. Là. Sur la déconcentration, enfin, un bien 20 mots, nous on aime bien appeler chez nous dans nos maisons le truc DDD, la déconcentration, la différenciation et compagnie. Mais au niveau de l'État, heureusement qu'on est très respectueux, nous sommes un peuple très respectueux pour celui qui représente l'État ici. Mais en termes concrètement sur le terrain ici, ben non. Quand on veut parler de l'éducation, le ministre de l'Éducation vient à Paris tous les mois d'août, de septembre pour négocier toutes les nouvelles conventions pour l'année d'après. Quand on veut parler du social ou quoi, ben c'est la ministre en charge du social, de la solidarité qui se déplace à Paris. Alors Dieu sait, je vous apprends bien, quand on parle des militaires, le haut-commissaire qui est le numéro 1 de l'État ici, n'a rien à dire au contre-amiral, parce que c'est un monde, on le sait, c'est comme à Paris aussi, c'est chacun sa bulle. Sur le judiciaire, le procureur général, tout ça, eh ben, c'est eux aussi de leur bulle. Parce que quand on me dit à moi, la petite bronzée de Polynésie, déconcentration de l'État, pour moi, c'est le numéro 1 de l'État, le représentant, c'est le haut-commissaire. Quand les communes veulent négocier avec l'État, ils font le petit chemin dans le bureau, mais les maires sont obligés de prendre leur bâton de pèlerin et venir à Paris. Je vous apprends bien. Ouais, pour te dire un peu concrètement, le mot déconcentration du service de l'État, c'est une réalité. Mais nous sommes respectueux, nous respectons, et heureusement qu'on est bon amis, parce que nous sommes respectueux de l'autorité de l'État qui est chez nous. Mais jusqu'à quand, j'en sais rien. Voilà, c'est ça la réalité. Merci, Président. Monsieur le Président de la Polynésie, Monsieur le Président de l'Assemblée, mes chers collègues, chère Lana, chère Teva, je vais débuter par le volet un peu plus constitutionnel. Selon vous, quel serait votre avis sur la fusion des articles 73 et 74 de la Constitution, ouvrant la voie à des statuts sur mesure et la fin de la dichotomie historique d'homme-comme? Donc je pense que, et nous l'avons aussi nous avons affirmé cela déjà, je crois qu'il faut laisser à la Polynésie son article et ne pas fusionner l'ensemble de ces articles pour à la fin, effectivement, mettre fin à cette dichotomie entre les dogmes et les codes. Je ne sais pas, il faut qu'on y réfléchisse. Mais nous sommes, nous, en tous les cas, complètement opposés à la fusion de ces articles. Quel sens donnez-vous aux notions de différenciation, de responsabilisation et d'autonomie? Voilà. Nous sommes ici en Polynésie française, et j'ai eu même l'occasion
de le dire à l'Assemblée nationale lorsque j'étais sur les bancs de l'Assemblée, que la notion d'autonomie va de pair avec la notion de différenciation et la notion de responsabilisation. Il faut effectivement, moi je pense que lors des débats d'ailleurs, je pense qu'au Sénat, c'est le même état d'esprit. Lorsque l'on débat sur la Polynésie, lorsqu'on débat sur la Nouvelle-Calédonie, bien souvent, effectivement, nous demandons l'adaptation des lois en tenant compte des spécificités des uns et des autres. Et je pense que c'est clair que les spécificités de la Polynésie française ne sont pas tout à fait les mêmes, même si on est dans le même bassin, que les spécificités calédoniennes ou les spécificités wallisiennes et futuniennes. Donc, il faut effectivement attacher de l'importance parce que je vois bien cette notion de statut d'autonomie applicable avec un cadre commun, si vous voulez, sur la répartition des compétences. Et encore que et ça dépend des spécificités économiques locales. Mais je vois bien effectivement un cadre qui rassemblerait l'ensemble des compétences qui seraient déléguées par l'État aux différentes collectivités, aux différents départements d'outre-mer. Mais il ne faudra pas passer outre le fait que la vie, les populations de Nouvelle-Calédonie ne réagissent pas de la même façon que les populations de Polynésie, parce que ce n'est pas le même environnement, parce que ce n'est pas la même activité économique. Voyez-vous, ici, nous vivons essentiellement du tourisme et des ressources de la mer. En Nouvelle-Calédonie, ils sont dans la mine et l'hôtellerie, pour eux, le tourisme est vraiment secondaire. Donc, il y a, à mon avis, on conçoit bien, je vois bien aussi votre souci quelque part de mieux coordonner tout ce qui est de la gestion de ces collectivités d'outre-mer, parce qu'on en a besoin. Il faut qu'il y ait quelque part un tronc commun, mais ce ne sera pas statutaire. Je veux dire par là que l'ensemble de statuts qui serait applicable à la Calédonie ne sera jamais la même que l'ensemble du statut qui serait applicable à la Polynésie. Donc, ça revient effectivement à ce qu'on fasse du sur-mesure et qu'on adapte, si vous voulez, les statuts aux spécificités des uns et des autres. La notion de citoyenneté polynésienne a été évoquée. Elle supposerait la modification de la Constitution. Quel contenu attachez-vous à cette notion? Y êtes-vous favorable? Y a-t-il d'autres dispositions de l'article 74 de la Constitution que vous souhaiteriez modifier? Sur la notion de citoyenneté, effectivement, il y a eu ce débat, on n'en parle pas souvent depuis si longtemps. Ce débat est monté en puissance avec la préparation des élections législatives. Mais en fait, ce débat est sous-tendu par d'autres débats, deux autres débats, que sont la protection de l'emploi local et la protection du foncier local. Nous sommes très jaloux de notre foncier parce que, contrairement à la Calédonie, nous avons peu de plaines. Nous avons très peu de plaines ici en Polynésie. Nous n'avons pas de grandes surfaces sur l'île de Tahiti, c'est terrible. Donc, nous avons aussi ici en Polynésie un attachement qui est assez particulier, qui est un attachement océanien à la terre. Même si nous vivons de la mer, mais nous reconnaissons que nous sommes issus de la terre et que la terre est extrêmement liée à l'océan. Donc, ceci fait qu'aujourd'hui, on voit effectivement une spéculation sur la vente des terrains ici en Polynésie française, dû au fait que, effectivement, pour la plupart, c'est dû à des éléments extérieurs qui viennent investir. Par exemple, je vous le donne, mais c'est vraiment que pour dernièrement, lorsqu'il y a eu cette crise en Nouvelle-Calédonie,
juste avant les élections du référendum, effectivement, certains Calédoniens se sont dit, nous, on va aller se mettre quelque part, on va aller investir ailleurs parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, ils sont venus en Polynésie française. Ils n'ont pas acheté, ça n'a pas été un raz-de-marée chez nous, mais il y a eu des spéculations avec certaines de ces personnes qui, effectivement, dans l'empressement, dans la panique, ont voulu investir ici. Et ça fait flamber les prix. Mais ce n'est pas que à la Calédonie. Depuis un certain temps, effectivement, Tahiti, et vous imaginez bien, la Polynésie est devenue aussi le havre que l'on recherche lorsqu'on arrive à la fin de sa vie, à la retraite, on a envie d'investir en Polynésie, parce que la vie est plus belle ici, et plus douce, comme dans certains autres présidents, collectivités. Voilà. Donc, c'est ce souci-là. Nous avons, et d'autres avant moi, des gouvernements indépendantistes, puisque M. Oscar Temaru avait fait une première tentative de monter une loi de pays qui permette de réserver des emplois locaux à des locaux. Et je crois qu'ils avaient introduit la notion de la langue tahitienne, de la langue polynésienne. Si vous ne savez pas parler le polynésien, vous n'avez pas droit, c'est ça? Je regarde mes techniciens autour de moi, vous n'avez pas droit à un emploi. Eh bien sûr que le Conseil d'État n'a pas apprécié cela. Et on comprend très bien, on comprend bien. Donc, ça a un peu découragé tout le monde. Nous avons repris le flambeau derrière en parlant d'un certain nombre d'années de résidence en Polynésie française avant de pouvoir avoir un emploi localement. Au moment où nous parlons, nous venons d'adopter la liste des emplois réservés aux Polynésiens. Mais voilà. Mais il y a un empressement parce qu'aujourd'hui, le taux de chômage en Polynésie française est élevé. Il faut le reconnaître, est élevé. Donc, il y a quand même beaucoup de sans-emploi chez nous. Et ces sans-emploi, ils peuvent aussi avoir le bout de soleil. Donc, c'est ça qui a soutenu la notion de citoyenneté. Mais ça n'a pas... Moi, je vous dis, c'est un sentiment tout à fait personnel. Ce terme citoyenneté ne me plaît pas tellement parce que on a l'impression de vouloir écarter certains et garder que d'autres. C'est ça qui me fait peur, sur ce mot citoyenneté, et je ne veux pas. La Polynésie est accueillante, voilà, c'est presque envers et contre notre conception océanienne des choses. Mais le souci, il existe. Le souci, il existe. Donc il faut vraisemblablement que l'on se fasse accompagner par des spécialistes du Sénat ou de l'Assemblée nationale, qu'ensemble nous puissions effectivement, sur le plan statutaire, tailler quelque chose qui soit à la mesure des spécificités locales. Je vous remercie et je vous comprends, je partage, puisque Saint-Barthélemy connaît ce même problème de spéculation et cet attachement à la terre. L'article 74 de la Constitution permet l'adoption par les collectivités dotées de l'autonomie des mesures justifiées par les nécessités locales en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier. En avez-vous fait usage? Souhaitez-vous aller plus loin, notamment dans d'autres domaines? Alors là-dessus, la protection, par exemple, de l'accès au foncier, oui, le statut, effectivement, prévoit des mesures, mais nous estimons aujourd'hui que le régime est lourd à mettre en œuvre et qu'il faudrait effectivement que l'on puisse rendre ces mesures beaucoup plus souples. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais tantôt, je crois qu'il faut qu'on ait des séances de travail ensemble là-dessus pour que nous puissions effectivement trouver des solutions beaucoup plus adaptées et plus faciles à mettre en œuvre. Il en est de même pour l'emploi local. Là aussi, il faut... Alors, l'emploi local, il y a différents paramètres qui doivent intervenir et qui peuvent intervenir aussi, et je pense en particulier au droit du travail. Ici, en Polynésie française, qu'il faudra effectivement travailler un peu plus et regarder d'un peu plus près pour que ces mesures
de protection de l'emploi soit en bonne harmonie avec notre code. La population adhère-t-elle à ce statut de com? Des souhaits d'évolution s'expriment-ils dans le débat public? Qu'en est-il des socioprofessionnels? Une possible révision constitutionnelle suscite-t-elle des inquiétudes ou des espoirs? Il y a ceux qui vont à l'ONU. Ben, il y a deux tranches aujourd'hui. Hein. Bon, les résultats des derniers législatives, bon, c'est un paramètre que nous négligeons pas aujourd'hui, mais il y a ceux qui vont défendre leur cause à l'ONU, et puis il y a les bons républicains, parce que nous sommes quand même régis dans la Constitution, et puis en toute modestie, c'est l'ANA qui le dit. Aujourd'hui, une majeure partie des Polynésiens restent convaincus à l'autonomie, à savoir leur attachement à la France. Voilà. Hormis des débats idéologiques que les autres partis font, mais c'est que de l'idéologie. Mais en termes statutaires, bien sûr que nous adhérons totalement et une forte majorité à rester entièrement rattachés à la République. Et dans les débats qu'il y a eu, en tout cas dans la campagne qu'il y a eu, il y a eu des métaphores, un peu des mots citoyenneté, emploi local, mais en dessous, voilà. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça la vraie réalité de la Polynésie aujourd'hui. Merci. Alors, pour compléter ce que vient de dire Lana Tetuanui, la notion de collectivité outre-mer, de com, de pays outre-mer, ne parle pas à la population. C'est pas des notions qui les interpellent. Par contre, la notion d'autonomie, oui, c'est une notion qui est importante et comme disait Lana, la population aujourd'hui adhère à la pratique de l'autonomie et qui permet effectivement, et ils le savent bien parce que bon, lorsque l'Assemblée de Polynésie travaille, on sait qu'elle travaille, ça permet, cette autonomie permet de prendre des mesures plus adaptées à la population, plus adaptées à son mode de vie, plus adaptées à ses préoccupations. Et la question de l'évolution statutaire, effectivement, est omniprésente dans le débat politique, mais attachée à une opposition entre autonomistes, c'est-à-dire républicains, et d'autre part indépendantistes. C'est l'autonomie ou l'indépendance. Et cette autonomie, nous en parlons ici, chez nous, parce que nous savons qu'on est audible. L'indépendance, c'est un peu plus compliqué parce qu'on essaie de réfléchir un petit peu ce que devient ce pays s'il est indépendant. Et il faut dire que l'auditoire se réduit de plus en plus. C'est la raison pour laquelle Oscar Temaru, les indépendantistes aujourd'hui, se tournent vers l'ONU, vers l'Organisation des Nations Unies, à la Commission des 24, pour interpeller et appeler, et puis dire tout ce qu'ils ont contre la France, pour démontrer que la France est une puissance colonisatrice, ce qui est naturellement complètement faux. Mais en fait, dans tout cela, il s'agit de quoi? Je crois que le vrai souci des Polynésiens aujourd'hui, c'est de trouver au travers et par ses élus tous les moyens pour que la vie soit une vie digne dans ce pays. Et c'est vraiment, c'est la préoccupation. Les institutions, que ce soit pays associés, indépendance, tout ça, à mon avis, ne les préoccupe pas aujourd'hui. Et comme disait Lana tantôt, bon, et c'est vrai, le respect de l'État ici en Polynésie française est quelque chose de réel. Nous respectons l'État, mais de plus en plus aussi les Polynésiens demandent que l'État nous respecte. L'État, effectivement, en Polynésie française, cela dépend bien sûr des personnes, des personnalités qui occupent ces postes. L'État, de temps en temps, a un peu tendance à marcher sur les plates-bandes du pays, et ça, c'est très, très mal perçu en Polynésie.
Bon, je vous remercie. Je vais juste revenir sur la fusion des articles 73 et 74 que vous avez dit être opposés. Je vais reformuler et préciser ma question. En fait, seriez-vous d'accord avec une réécriture de ces deux articles qui efface la distribution d'hommes-com sans enlever aucune garantie au com actuel? Cette réécriture configurait la boîte à outils mise à disposition de chaque collectivité, enfin de chaque collectivité d'outre-mer, sans les enfermer dans une catégorie. Qu'en pensez-vous? Monsieur Gilles, le plus mauvais exemple. Voilà. Vas-y, Micheline, je souffle à mon président, enfin, vous me connaissez aussi, parce que le plus bel exemple de ce que tu es en train de me dire, si on réécrit, je ne sais pas moi, un genre d'article, je dis n'importe quoi, 76 pour toutes les collectivités outre-mer, aussi bien départements. Après, on écrit un tronc au moins, et puis, je sais, à la carte après pour chaque. Non, mais je dis ça. Le plus bel exemple que l'État ait fait, le Code général des collectivités territoriales. C'est pour ça que je m'amuse à chaque fois que vous m'entendez venir crier au Sénat, au truc là que vous avez écrit à 20 000 km, nous passons notre temps à venir à chaque fois modifier pour adapter à nos collectivités. C'est un peu ça la crainte. Et je n'arrête pas de dire à mon président, fais attention, quels seront les garde-fous si on écrit quelque chose, pour tout le monde, et puis en respectant les spécificités de ça. C'est ça, un peu ça la crainte que nous avons. Oui, je voulais, si je peux rajouter quelque chose. Oui, sur la fusion des articles 74 et 73-74, effectivement, bon, nous sommes totalement en phase avec le président, qu'il n'est pas question qu'on soit noyé dans un article commun qui touche tout le train pour la... Je veux plaider la cause de la Polynésie d'apparaître dans un article spécifique, ne serait-ce que de la reconnaissance du fait nucléaire. Lorsqu'on a modifié la loi organique, et pourtant c'est écrit dans la loi organique, ça a été voté, le Conseil d'État a considéré que cet article n'a rien de normatif. Donc ça n'engageait personne, ni l'État, ni les parties concernées par les essais nucléaires. C'est bien écrit, c'est un engagement moral, c'est tout, dans la loi organique. Donc, j'ai posé la question, quel est le support dans lequel on peut inscrire dans le marbre cet engagement de l'État? Voilà, et je pense que le seul marbre dans lequel on peut inscrire, c'est la Constitution, et rien d'autre. Et c'est pour ça qu'il nous faut un article spécifique, parce que nulle part ailleurs, quand on fait des essais nucléaires, comme Polynésie. Et je pense avoir soldé d'une manière assez claire ce combat politique du nucléaire. Savez-vous que les partis politiques se sont élevés contre les essais nucléaires depuis que Chirac a décidé de réaliser les 5 derniers essais. Avant cette période, personne ne s'est levé contre les essais nucléaires. Donc, on a fait 188 essais. Il n'y a aucun parti politique qui s'est élevé contre ces essais. C'est seulement quand Chirac a décidé de faire 5 et d'arrêter définitivement, c'est tout le monde est descendu dans la rue à ce moment-là. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus qu'on perde les 38 ans d'autonomie, parce que l'autonomie a démarré en 1984. Tous ces pères de l'autonomie revendiquent effectivement cette avancée institutionnelle de la Polynésie française, que les Polynésiens, les élus polynésiens assument eux-mêmes les compétences transférées au pays. Dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine de la fiscalité et dans le domaine culturel. Toutes les décisions sont prises par le pays. Et ça, c'est très clair dans l'esprit des Polynésiens. Si on nous remet dans un pot commun des collectivités, on risque de perdre cette identité. Moi, je pense que c'est très important. Et j'étais témoin aussi de la presque disparition de cette fameuse dotation que Chirac a mis en place une fois qu'il a décidé d'arrêter les essais. Il a dit « Ok, j'arrête les essais, mais tout ce que le centre d'expérimentation payé à la Polynésie française
en matière de fiscalité, de droit d'entrée, de droit d'enregistrement étaient reversés chaque année à la Polynésie. Mais ça ne remplace pas l'activité qui se fait. Ça n'a aucun effet sur le PIB. Au contraire, le PIB a chuté en Polynésie française parce que, bon, on a arrêté les essais nucléaires et depuis cette époque, on est passé bien en dessous du PIB de la Nouvelle-Calédonie. Donc, l'engagement de l'État, la reconnaissance du fait nucléaire, c'est en fait de reconstruire l'économie de la Polynésie française pour retrouver ce niveau de PIB qu'on avait pendant les essais nucléaires. Je crois que c'est ça le vrai contrat d'avenir entre la Polynésie et l'État. Et je pense qu'il faut que ça soit dans la Constitution. Je voulais préciser, dernier point, cher ami, j'ai pensé très fort cette semaine. Le dernier débat, là, il y a 2 jours, à savoir la demande à constitutionnaliser le droit à l'IVG. Je me suis exprimé dans mon groupe. J'ai dit, vous voulez constitutionnaliser quelque chose qu'on a déjà acquis par la loi, c'est la position de l'AMA. J'ai dit, vous voulez un truc? En 2019, j'avais demandé à faire inscrire la reconnaissance nucléaire dans la Constitution. Personne n'a branché. J'ai dit, voilà un vrai sujet sur lequel peut-être on pourrait s'entendre à faire inscrire la reconnaissance nucléaire dans la Constitution. Là, enfin, c'est la petite parenthèse, mais je tenais à le dire. Merci. Je vais terminer avec donc l'amendement qui était directement inspiré des travaux de Michel Magras, qui avait été présenté lors de l'examen d'une proposition de loi constitutionnelle en octobre 2020 au Sénat. Il refondait justement les dispositions outre-mer. Que pensez-vous de cette proposition de rédaction? C'était quoi? Elle est dépassée. Hein? C'est la fusion. Oui. Oui, il est dépassé. J'aime bien Magras. J'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je l'ai même décoré de l'ordre de Tritinouille. Mais je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec lui sur cette affaire. Et non, on en a beaucoup parlé, effectivement. Lorsqu'on a commencé à parler de cela, j'étais à l'Assemblée nationale, c'était Gibson qui était, Gibbs qui était député à l'époque. On n'a pas, effectivement, je lui disais qu'on n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas le même, comment on dit, l'environnement, on n'a pas, même sur le plan politique, vous savez, l'autonomie acquise par la Polynésie française s'inscrit dans une longue histoire. On ne s'est pas levé un jour en se disant pourquoi pas l'autonomie au lieu de territoire d'outre-mer. Hein? Ça a commencé par un homme qui a fait l'histoire de la Polynésie, qui a été emprisonné, M. Puana Aopa, qui effectivement prônait le fait que la Polynésie était peut-être arrivée à un moment, c'est presque ce terme, où ses enfants pouvaient se prendre en charge, où ses enfants pouvaient prendre en charge leur pays. Et c'est ça qui a été construit jusqu'en 1977 avec le premier statut et puis d'évolution avec 82, 84. C'était vraiment au départ une volonté de se prendre en charge. D'ailleurs, aujourd'hui, avec toutes les difficultés que nous connaissons en Polynésie française, moi je le dis ouvertement, nous avons souhaité l'autonomie, prenons-nous en charge. Il ne faut pas continuer, sauf naturellement dans des situations exceptionnelles, continuer à s'appuyer sur la mère patrie, parce que effectivement la France a toujours été là dans les moments difficiles. Voilà. Donc c'est ça. C'est un état d'esprit, à mon avis, qui effectivement est un peu différent de celui de mon ami Magras. Mais oui, je lui ai dit qu'il ne faut pas mettre ça ensemble, c'est pas possible. Je vous remercie. Je vais passer la parole au président pour conclure. Oui, voilà, merci. Je voulais simplement conclure cette séquence et vous remercier du caractère direct de nos échanges qui nous permettent de pouvoir avoir les esprits encore plus clairs, mais il l'était déjà assez, puisqu'en 2020, vous aviez déjà été président
assez clair quand Michel vous avez auditionné dans le cadre de cette délégation. Donc nous, on va continuer nos auditions. Mais c'est vrai que je voudrais quand même juste préciser une chose. Dans notre esprit, et je pense que le président Macron d'ailleurs l'a rappelé, il n'est pas question, s'il était envisagé une nouvelle rédaction, d'enlever quoi que ce soit à aucune des collectivités. Et c'est certainement pas la volonté du Sénat, ni la vocation du Sénat. Je pense que vous l'avez bien compris. Bien au contraire, en réalité, ce qu'on pense, c'est que certaines collectivités ultramarines aimeraient se rapprocher de statuts plus autonomes. Et ce à quoi on réfléchit, je vous le dis très librement parce que je pense que la conviction commence à se dégager. La dernière question de Micheline allait dans ce sens-là, c'est que en fait, ce qu'on aimerait vraisemblablement, c'est ouvrir le champ des possibles. Parce qu'en fait, il y a deux niveaux. Il y a le niveau constitutionnel qui fixe les grands principes et il y a le niveau des lois organiques qui, par territoire, déclinent les grands principes qui ont été arrêtés. Et ce sont bien deux niveaux différents qu'il faut bien avoir à l'esprit. Les gens confondent parfois les deux. Et pour moi, ce sont deux choses différentes. Si, par exemple, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, et c'est le sénateur Saint-Pierre-et-Miquelon et pas le président de la collectivité qui le dit, ni l'ancien président, si on me dit qu'on fusionne les deux articles et qu'on me garantit que ma loi organique, elle reste en l'état où je peux la faire évoluer sur certains points qui me paraissent devoir être corrigés, ça ne me pose pas de difficultés particulières. Mais par contre, effectivement, je demanderais ce que l'ANA évoquait, c'est des garde-fous pour faire en sorte que le bloc constitutionnel soit complètement sécurisé. Et notre volonté, de toute façon, si on chemine vers ce sujet, puisque à un moment donné, Micheline, Jacques et moi aurons à rapporter au président Larcher, dans le groupe décentralisation, des propositions possibles sur ce sujet, c'est vraiment de sécuriser tout ce qui doit l'être aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour le Sénat d'initier un mouvement qui remettrait ou qui fragiliserait des collectivités dans l'exercice actuel de leurs compétences. Donc voilà, les choses sont... Je voulais l'apporter comme précision parce que voilà, je voulais que vous compreniez que le Sénat est évidemment du côté des collectivités et que bien au contraire, si le statut d'autonomie est complètement satisfaisant avec des adaptations qui relèvent sans doute d'ailleurs de la loi organique en ce qui vous concerne, voilà, il n'y a pas de débat, vous voyez, c'est vraiment, on n'est pas sur une position dogmatique et au contraire, mais on sait par contre qu'il y a d'autres collègues ultramarins qui envieraient vraisemblablement des évolutions que vous avez connues et que nos collectivités d'outre-mer, les COM de l'article 74, ont aussi connues. Et c'est plus en fait dans ce sens-là que le mouvement est en train de s'opérer aujourd'hui. Et c'est ce qui nous habite pour ces auditions. Mais c'est aussi pour ça qu'on veut s'assurer quand même que dans tous les territoires qui ont été auditionnés par Michel et la délégation en 2020, le constat est toujours le même. Les souhaits sont toujours les mêmes ou ont pu évoluer, et s'ils ont évolué, tant mieux. S'ils ont évolué dans la loi organique, c'est peut-être une loi organique qu'il faut toiletter à un moment donné. Et comme on sait qu'en France, généralement, on a une révision constitutionnelle tous les 15 ou 20 ans, on se dit que peut-être le président Macron va profiter de cette fenêtre de tir pour offrir à l'outre-mer aussi une possibilité de faire évoluer les choses pour ceux qui le souhaiteraient. Voilà, c'est vraiment une opportunité et un champ des possibles et en rien une position dogmatique. Voilà, je voulais simplement conclure avec ces mots pour vous dire que nous sommes évidemment à vos côtés et aux côtés de nos collègues de Polynésie. Teva a dû quitter l'audition puisqu'il siège à la Cour de justice de la République. Donc ils ont une affaire en cours, donc il a dû nous quitter. Donc merci en tout cas, messieurs et madame, de cette audition et à très vite, j'en suis sûr, pour continuer à échanger sur cette thématique et au mois de novembre, si j'ai bien compris, Président. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais vous remercier, vous aussi, l'ensemble de vos collègues autour de vous. Micheline, merci. Non, j'ai bien compris effectivement ces précisions que vous apportez. Vous savez, pendant que vous parliez, je pensais à une chose. Moi, je crois qu'il faudra envisager à court terme pour nos amis d'outre-mer, que ce soit effectivement des Antilles ou de Saint-Barth, il faudrait pouvoir envisager de les faire venir jusqu'en Polynésie française et vivre quelque temps avec nous dans l'exercice de l'autonomie. Vous savez, moi je suis convaincu que si la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ont été acceptées au sein du Forum du Pacifique, des îles du Pacifique, vous savez que le Forum, c'est que des îles indépendantes, c'est des îles qui sont coupées de leur tutelle, c'est que des indépendants. Et nous sommes les seuls autonomistes.
Pourquoi avons-nous été adoptés par ces gens-là? Parce qu'effectivement, moi, depuis que je suis ici, et je crois que mes prédécesseurs le faisaient, mais on les a fait venir chez nous. Ces Tongiens, ces Samoa, ces Papouas-Nouvelle-Guinée, ils sont venus chez nous et ils ont vu comment nous gérions notre pays. J'ai signé avec eux l'accord des leaders polynésiens avant la COP 21 que nous avons apporté à François Hollande à l'époque, mais ils ont vu que, et oui, effectivement, on n'a pas besoin de passer la ligne de l'indépendance pour pouvoir bénéficier effectivement de compétences que l'on peut exercer pleinement avec un haut commissaire qui est à droite. Bien sûr, il est toujours là, mais en fin de compte, ils ont compris que nous pouvions décider nous-mêmes. Et ça c'est important à mon avis, mais il faut venir ici, il faut venir en Polynésie. L'ANA s'occupera de vous, de ses collègues, mais venez là voir comment ça se passe. À bientôt. Merci, bonne fin de soirée. Merci à vous et je viendrai avec plaisir. Merci, Président. Merci, Lana. Merci.